Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui concerne, des millions de personnes. Comment un mariage se termine-t-il? D'un point de vue purement légal, en France, qu'est-ce qui met un point final à l'union? À quel moment n'est-on plus officiellement marié? C'est la question fondamentale en fait. Si on met de côté juste un instant tout l'aspect émotionnel, juridiquement, qu'est-ce qui dissout un mariage? On pourrait imaginer pas mal de choses, mais en réalité, la loi est super précise sur ce point. Et la réponse, elle est binaire. Le code civil est formel. Le mariage se dissout de deux manières, et seulement deux. Soit par le décès d'un des époux, soit par un divorce, qui est légalement prononcé. Voilà, pas de zone grise, pas d'entre-deux. Et tout ce dont on va parler maintenant, ça découle de cette règle toute simple. Alors attention, parce que si aujourd'hui le divorce nous semble presque banal, ça n'a pas toujours, mais alors pas du tout été le cas. L'histoire du divorce en France, c'est en fait l'histoire d'une vraie petite révolution, celle d'un tabou qui est devenu au fil du temps une démarche presque administrative. Regardez un peu ces chiffres, c'est frappant. Dans les années 60, on comptait environ 30 000 divorces par an. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000. Le chiffre a plus que triplé. Et la raison, ce n'est pas juste un changement de mentalité. Non, c'est aussi et surtout parce que la loi elle-même a, facilité les choses. Et cette frise chronologique, elle montre très bien cette tendance. Depuis 1975, en gros, le cap est clair. Il faut simplifier. Chaque grande réforme a eu le même but. Rendre le divorce moins conflictuel, moins douloureux aussi, en encourageant les couples à trouver un accord, plutôt qu'à se lancer dans une bataille. Alors, la question c'est, est-ce que ça a fonctionné? La réponse est un grand oui. Regardez bien. Aujourd'hui, 80% des divorces sont amiables. 4 couples sur 5 qui se séparent réussissent à le faire d'un commun accord, sans aller jusqu'à la guerre judiciaire, et ça c'est un changement énorme. On arrive donc à une sorte de carrefour. Il y a deux grandes routes pour divorcer. D'un côté, on a la voie amiable, la voie de l'accord. Et de l'autre, le chemin plus contentieux, celui du désaccord. Et là, il va falloir un juge pour trancher. Bon, commençons par la voie la plus fréquentée, et de loin, le divorce à l'amiable. Et on va voir que depuis une loi de 2016, effective en 2017, c'est devenu encore plus simple. Pourquoi? Parce qu'on peut divorcer sans même passer devant un juge. Alors comment ça marche? C'est assez simple en fait. Étape 1, il faut un accord total sur tout. Les biens, l'argent, les enfants, tout. Ensuite, chaque époux, avec son propre avocat, va rédiger et signer un document qu'on appelle la convention de divorce. Et c'est là qu'est la grande nouveauté. Plus de juge, c'est un notaire qui prend le relais. Mais attention, son rôle, ce n'est pas de juger. Il vérifie juste que tout est en ordre et il enregistre l'accord. C'est ce qui rend le divorce officiel. Mais attention, il y a quand même 2 cas où cette procédure express sans juge n'est pas possible. Le premier, c'est si un des enfants du couple, s'il est en âge de le faire, demande à parler à un juge. Le second, c'est si l'un des époux est sous un régime de protection juridique, comme la tutelle par exemple. Là, même s'il y a un accord parfait, le passage devant le juge reste obligatoire. C'est une sécurité pour s'assurer que les intérêts de tous sont bien protégés. Ok, mais que se passe-t-il quand il est tout simplement impossible de se mettre d'accord? Là, on change complètement de décor. On entre dans ce qu'on appelle le divorce contentieux. Et l'acteur principal ici, ça va être le juge aux affaires familiales, le fameux JAF. Devant le juge, il y a en gros 3 cas de figure. D'abord, ce qu'on appelle le divorce accepté. Là, c'est un peu le « ok, on est d'accord pour divorcer, mais on n'arrive pas à s'entendre sur les conséquences, l'argent, la maison, etc. » Et donc, c'est le juge qui va trancher. Ensuite, il y a le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le nom est un peu long, mais l'idée est simple. Si le couple vit séparé depuis au moins 1 an, l'un des deux peut imposer le divorce à l'autre. C'est un fait, c'est comme ça. Et enfin, il y a le plus connu, mais aussi le plus lourd et le plus rare, le divorce pour faute. Et ce divorce pour faute, il faut bien comprendre que c'est vraiment devenu l'exception. On parle de moins de 5% de tous les divorces. C'est la procédure réservée aux situations les plus graves. On pense évidemment aux violences conjugales, par exemple. L'idée ici, ce n'est pas seulement de se séparer, c'est de faire constater par la justice qu'un des époux a commis une faute qui a rendu la vie commune intolérable. Une fois que le divorce est prononcé, attention, ce n'est pas fini. Au contraire, un nouveau chapitre s'ouvre. Celui où il faut, très concrètement, défaire tout ce qui a été construit ensemble. Et là, ça tourne souvent autour de 2 points cruciaux, l'argent et les enfants. Alors parlons d'un terme qu'on entend partout dans ces cas-là, la prestation compensatoire. Son objectif, il faut bien le comprendre, ce n'est pas de punir l'un ou l'autre. Non, c'est de rééquilibrer les choses. Prenons un exemple simple. Un des époux a mis sa carrière entre parenthèses pendant des années pour élever les enfants. Forcément, au moment du divorce, il y aura une grosse différence de niveau de vie. Eh bien, la prestation compensatoire, elle sert précisément à compenser, à lisser cette disparité. Et concrètement, ça peut représenter des sommes importantes.
Quand cette prestation est versée sous forme de capital, c'est-à-dire en une seule fois, le montant moyen, il est d'environ 80 000 euros. Oui, 80 000 euros. Ça donne une idée de l'enjeu financier qui peut se cacher derrière un divorce. Et pour les enfants alors? Le principe de base de la loi est très clair. On divorce de son conjoint, on ne divorce pas de ses enfants. Ça veut dire que, en principe, les deux parents gardent l'autorité parentale conjointe. Ils continuent de décider ensemble pour l'enfant. Les questions à régler sont donc très concrètes. Où l'enfant va-t-il habiter principalement? Où est-ce qu'on met en place une résidence alternée? Et bien sûr, comment chaque parent contribue financièrement, ce qui nous amène à la fameuse pension alimentaire. Bon, pour avoir une vue d'ensemble complète, il faut savoir que le divorce n'est pas la seule façon de modifier les liens du mariage. Il y a deux autres situations. D'abord, la séparation de corps, qui est devenue très rare. Et puis, évidemment, le décès d'un des époux. La séparation de corps, c'est une curiosité juridique. C'est un peu comme mettre le mariage sur pause. Les époux sont autorisés à ne plus vivre ensemble, mais ils restent mariés. La grande différence avec le divorce, c'est qu'ils ne peuvent pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Et certains devoirs du mariage, comme le devoir de secours financier, subsistent. Franchement, c'est une solution qui est de moins en moins utilisée. Et pour le décès, il y a une situation un peu particulière, une vraie bizarrerie du droit. Imaginez un couple qui est en pleine procédure de divorce. Et là, l'un des deux décède avant le jugement final. Que se passe-t-il? Eh bien, tout s'arrête. La procédure de divorce est annulée. C'est le décès qui dissout le mariage et non le divorce. La conséquence, elle est immense. L'époux survivant n'est plus en instance de divorce. Il redevient veuf ou veuve. Et du coup, il hérite de son conjoint décédé, ce qui peut être, financièrement, bien plus intéressant que ce qu'il aurait obtenu avec le divorce. Et on termine avec une question qui va un peu au-delà du droit. On l'a vu, toute l'évolution de la loi vise à rendre le divorce plus apaisé, moins conflictuel. Et pourtant, on conserve cette option du divorce pour faute qui est par définition une procédure de conflit. Alors pourquoi ? Est-ce que ça signifie qu'une société, même en cherchant à pacifier les ruptures, a quand même besoin de garder un outil pour désigner un coupable dans les situations les plus extrêmes? C'est une question qui, je crois, en dit long sur notre rapport à la rupture et à la responsabilité. Merci d'avoir suivi cette analyse.